Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, allié avec la nomenclature du parti, lança un coup d'État qui marqua le début de la fin du socialisme en Union soviétique. Dans son discours secret, il lance une grande attaque contre la dictature du prolétariat et les acquis du socialisme sous le leadership de Staline. Mais le discours secret, empli de mensonges et de malhonnêteté historique, servant jusqu'à aujourd'hui de terreau fertile de l'anticommunisme, n'était pas une finalité. Nier l'époque de Staline et ce qu'il a apporté à l'Union soviétique était une étape nécessaire au projet révisionniste boukharinien de Khrouchtchev. L'objectif était avant tout de réformer l'Union soviétique en un État capitaliste bureaucratique social-impérialiste. Et ce allait forcément passer par des réformes économiques majeures que Khrouchtchev commença et faire achever plus tard par Brezhnev, Andropov et Gorbatchev. En vrac, l'abolition quasi totale de la planification économique centralisée, l'introduction du profit comme régulateur de la production, l'attribution des droits effectifs de propriété ainsi que du pouvoir de recruter et licencier aux directions industrielles, et la répartition inéquitable des bénéfices des entreprises entre le personnel de direction et les ouvriers. Nous allons dans cette vidéo lancer une analyse aussi complète que possible de la réforme économique de Khrouchtchev, Lieberman et Kosygin, pièce importante du domino soviétique menant à l'effondrement. Selon les propagandistes soviétiques contemporains, le but de la réforme économique, instituée à partir de 1965, était d'améliorer et de consolider la planification. En réalité, comme nous le verrons, la planification économique centralisée, telle qu'elle existait sous le socialisme, a été éliminée de l'économie depuis la réforme économique. La première étape du processus menant à son élimination fut une campagne de propagande intensive dirigée contre la planification économique centralisée, qui fut dénoncée comme obsolète, restrictive ou bureaucratique, et bien sûr, due à la déformation du socialisme par Staline. Les revendications avancées dans cette campagne étaient que le nombre de directives économiques centrales adressées aux entreprises devait être réduit à quelques indices clés. C'est sous cette forme que la réforme économique a été officiellement adoptée par le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique en septembre 1965. Une sérieuse lacune dans la gestion industrielle est que les méthodes administratives ont supplanté la nécessité économique. Les pouvoirs des entreprises en matière d'activité économique sont restreints. Le travail des entreprises est réglementé par de nombreux indices qui limitent l'indépendance et l'initiative du personnel des entreprises, réduisent leur sens des responsabilités dans l'amélioration de l'organisation de la production. Il a été jugé opportun de mettre un terme à la réglementation excessive des activités des entreprises et de réduire le nombre d'indices de planification imposés aux entreprises d'en haut. Les indices clés qui, selon la proposition, devaient être les seuls transmis aux entreprises, furent définis par le Premier ministre Alexei Kosygin, l'architecte principal de la réforme économique avec Evsei Lieberman. À l'avenir, une entreprise se verra établir d'en haut les indices suivants: le volume des marchandises à vendre, l'assortiment principal des produits, le fonds salarial, le montant des profits et la rentabilité, les paiements au budget et les allocations provenant du budget, le volume des investissements en capital centralisé et la mise en service des capacités de production et des actifs fixes, les principaux objectifs d'introduction de nouvelles technologies, les indices d'approvisionnement en matériaux et en équipements. Tous les autres indices de l'activité économique seront planifiés par l'entreprise de manière indépendante, sans approbation d'une organisation supérieure, afin d'étendre l'indépendance économique et l'initiative des entreprises. Le nombre d'objectifs de planification assignés aux entreprises par les ministères et départements a été réduit au minimum. Ce que Kosygin oublie de dire, c'est qu'en plus de cela, les facteurs restants ne sont plus des directives obligatoires, mais deviennent une ligne directrice que chaque entreprise peut décider de suivre ou pas, si elle le souhaite. Evsei Lieberman résumera cette situation comme suit. Les chiffres de contrôle seront établis sous une forme généralisée et de valeur à remettre au secteur de l'économie. Sous la même forme, ces chiffres de contrôle seront transmis aux entreprises, non comme des directives précises, mais plutôt comme des lignes directes pour l'élaboration de leur plan. Puis la réforme économique, le plan économique central détaillé ne peut donc prendre que la forme d'une totalisation des plans économiques individuels de toutes les entreprises. Ce qui a pour conséquence qu'avec les modifications de chaque entreprise, le résultat final du plan n'a rien à voir avec celui qui était prévu. Et on voit maintenant apparaître ce genre d'avis dans les journaux. Il est pratiquement impossible d'élaborer un plan quinquennal.
Une évaluation objective de l'accomplissement du plan est impossible. En fait, la planification de la distribution n'atteint jamais une forme achevée. Elle n'est achevée qu'à la fin de la période de planification. Il est impossible d'élaborer un plan économique national qui soit justifié et équilibré pour tous les indices de valeur. Sur la base des indices physiques et des prix, le plan quinquennal en termes d'indices de valeur perd essentiellement son sens. Les économistes soviétiques contemporains admettent ainsi que l'économie soviétique, depuis la réforme économique, se caractérise par l'indétermination, c'est-à-dire l'anarchie. En réalité, cette réforme marque le passage de l'économie socialiste à l'économie capitaliste. Le piège ici est de penser que l'URSS reste socialiste tant que les plans continuent d'exister ou simplement que les entreprises appartiennent encore officiellement à l'État. Cependant, ce style d'économie existe aussi en France ou au Japon, ainsi que dans de très nombreux pays capitalistes où, selon le contexte, plus ou moins de planification économique est utile au développement du capitalisme. La nationalisation, seule, ne signifie pas le socialisme. C'est un long et complexe sujet. Pour mieux comprendre cela, nous vous recommandons les ouvrages de Prao Yuching, Repenser le socialisme, De la victoire à la défaite, ou encore l'article de Zhang Chunxiao, du droit bourgeois. Avec la fin de la planification centralisée, l'économie soviétique a fait du profit le principal outil de régulation. Initié par Khrouchtchev et poursuivi par Brejnev, une réforme économique a introduit le système de comptabilité des coûts, appelé Khozraschtchot. Ce système obligeait chaque entreprise à couvrir ses dépenses et à dégager un bénéfice. Le profit est ainsi devenu le critère suprême d'évaluation de la performance économique, marquant un tournant vers une logique plus marchande. En fait, l'aspect particulier du profit que les économistes soviétiques contemporains considèrent comme exprimant le critère suprême de l'efficacité de l'entreprise est l'indice de rentabilité. Le profit réalisé par une entreprise en un an, exprimé en pourcentage de la valeur de ses actifs totaux. Comme certains économistes soviétiques l'ont souligné, l'indice de rentabilité n'est qu'un euphémisme pour ce qui est appelé dans les pays capitalistes orthodoxes le taux de profit. Toujours dans leur discours anti-stalinistes, ces économistes appuient leurs réformes en accusant Staline d'une déformation des lois économiques les plus importantes, une déformation probablement due au totalitarisme stalinien. En réalité, ce qui était considéré comme d'une importance mineure sous le système socialiste qui existait auparavant en Union soviétique n'était pas le profit réalisé dans la société soviétique dans son ensemble, mais celui réalisé par les entreprises individuelles ou même des secteurs industriels individuels. La loi économique que l'on reproche à Staline de ne pas avoir respectée est une invention des nouveaux économistes soviétiques, celle selon laquelle, dans une société socialiste, la production devrait être régulée par la loi de la valeur, se manifestant par la rentabilité des entreprises individuelles. Le fait que Staline ait rejeté ce concept est tout à fait vrai. Totalement incorrecte est l'affirmation selon laquelle, sous notre système économique actuel, la loi de la valeur régule les proportions du travail réparties entre les différentes branches de la production. Si cela était vrai, il serait incompréhensible que nos industries légères, qui sont les plus rentables, ne soient pas développées à leur maximum, et pourquoi une préférence est donnée à nos industries lourdes, qui sont souvent moins rentables, et parfois carrément non rentables. Si cela était vrai, il serait incompréhensible pourquoi plusieurs de nos usines d'industries lourdes qui sont encore non rentables ne sont pas fermées et pourquoi de nouvelles usines d'industrie légère qui seraient certainement rentables ne sont pas ouvertes. Si cela était vrai, il serait incompréhensible que des travailleurs ne soient pas transférés d'usines moins rentables mais très nécessaires à notre économie nationale vers des usines plus rentables conformément à la loi de la valeur qui est censée réguler les proportions du travail réparties entre les branches de la production. Puisque sous le système socialiste, les profits en général, qu'ils soient élevés ou faibles, revenaient à l'État, ce qui avait une importance majeure n'était pas la rentabilité des entreprises individuelles ou des secteurs industriels sur le court terme, mais la rentabilité de l'économie dans son ensemble sur une période relativement longue. Si la rentabilité est envisagée non pas du point de vue des usines ou d'industries individuelles et non sur une période d'une année, mais du point de vue de l'ensemble de l'économie nationale et sur une période de disons 10 ou 15 ans, ce qui est la seule approche correcte de la question, alors la rentabilité temporaire et instable de certaines usines ou industries ne peut être comparée à cette forme plus élevée de rentabilité stable et permanente que nous obtenons du fonctionnement de la loi du développement équilibré de l'économie nationale et de la planification économique. En bref,
Il ne fait aucun doute qu'en vertu de nos conditions de production socialiste actuelles, la loi de la valeur ne peut être un régulateur des proportions du travail réparti entre les différentes branches de la production. Le but de la production socialiste n'est pas le profit, mais l'homme et ses besoins. Les propagandistes soviétiques appuyaient que par un système régulé par le profit, donc basiquement une économie de marché, les besoins du peuple seraient mieux assouvis. Il est bien sûr vrai que l'orientation de la production vers le marché par le biais du motif du profit, garanti dans les limites des ressources productives à un moment donné, l'orientation de la production vers la demande du public consommateur. Mais la demande à laquelle elle est orientée est la demande effective, c'est-à-dire la demande exprimée en termes d'argent que les consommateurs potentiels sont capables et prêts à dépenser sur le marché pour des biens. Le marxisme-léninisme critique le capitalisme car il crée des inégalités de revenus. Cette inégalité fausse la demande effective, ce que les entreprises produisent, par rapport aux vrais besoins de la population. Par exemple, on construit des bureaux inutiles, alors que beaucoup n'ont pas de logement décent, car les riches peuvent payer pour des bureaux, mais les pauvres n'ont pas les moyens de faire entendre leurs besoins en logement. Même en URSS, après certaines réformes, des économistes reconnaissaient que l'inégalité faisait que les plus pauvres n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins essentiels, tandis que les plus riches pouvaient se permettre des choses superflues. Bref, le système ne répondait pas aux besoins réels de tous. Ces faits étaient connus de ces économistes et des membres du parti. Il était simplement un choix idéologique de la droite de se réorienter, ainsi non pour des raisons économiques, mais surtout pour satisfaire la nomenclatura, le nom donné aux bureaucrates et éléments bourgeois de l'État et du parti, que représentait Khrouchtchev, là où la clique de Kaganovitch, Staline, Molotov et compagnie soutenait justement un rabaissement de ses privilèges, comme vu lors de la vidéo précédente. Autrement dit, la bureaucratie du parti se transformait en bourgeoisie bureaucratique, avec un renforcement des droits bourgeois et de l'économie qui va avec. Cependant, pour maintenir les drapeaux rouges et la structure de l'URSS, sans quoi des révoltes se lanceraient un peu partout, les propagandistes soviétiques, à l'image de la Chine actuelle, se mettèrent à justifier leurs réformes pour expliquer que, en gros, ça n'a rien à voir avec le profit dans le système capitaliste. Et on parlait alors de profit socialiste, comme quoi la Chine, avec son socialisme de marché, n'a strictement rien inventé. Je ne vais pas m'étendre sur les euphémismes des économistes soviétiques, mais si vous voulez plus de détails sur la notion de profit socialiste, nous vous conseillons l'excellent livre de Willy Bibland sur la restauration capitaliste en URSS. Le profit se réalise bien sûr non pas dans la production de marchandises, mais dans leur vente. Ainsi, pour réaliser leur profit visé, les entreprises doivent orienter leur production de marchandises en fonction de leur évaluation du marché de ces marchandises. La régulation de la production sociale par le motif du profit signifie donc en réalité une régulation par le marché. L'URSS était donc le premier cas de ce que nous appelons aujourd'hui le socialisme de marché. Le marché soviétique est un marché où non seulement les acheteurs potentiels d'une marchandise, mais aussi les vendeurs potentiels, les entreprises qui la produisent, sont en concurrence les uns avec les autres, quand bien même la plupart des économistes soviétiques contemporains préfèrent parler de l'émulation plutôt que de la concurrence dans le cas du marché socialiste. Encore un euphémisme, toujours pour tenter de cacher la restauration capitaliste. Staline disait « Une marchandise est un produit qui peut être vendu à n'importe quel acheteur, et lorsque son propriétaire la vend, il en perd la propriété et l'acheteur devient le propriétaire de la marchandise qu'il peut revendre, mettre en gage ou laisser pourrir. Les moyens de production entrent-ils dans cette catégorie ? Évidemment non. Premièrement, les moyens de production ne sont pas vendus à n'importe quel acheteur. Ils sont uniquement alloués par l'État à ces entreprises. Deuxièmement, lorsqu'il transfère les moyens de production à une entreprise, le propriétaire, l'État, n'en perd absolument pas la propriété. Au contraire, il la conserve entièrement. Troisièmement, les directeurs d'entreprises qui reçoivent des moyens de production de l'État soviétique, loin d'en devenir propriétaires, sont considérés des agents de l'État dans l'utilisation des moyens de production conformément au plan établi par l'État. On voit donc que dans notre système, les moyens de production ne peuvent certainement pas être classifiés dans la catégorie des marchandises. Cependant, depuis la réforme économique, les moyens de production en Union soviétique sont classés comme marchandises. Ouvrez les guillemets. Sous le socialisme, le marché est une sphère de circulation planifiée des marchandises.
une sphère de commercialisation des produits, moyens de production et biens de consommation fabriqués par les entreprises d'État et coopératives. Au départ, sous le socialisme soviétique, l'État possédait tous les moyens de production, usines, machines, etc. Les entreprises les utilisaient mais n'en étaient pas propriétaires. Elles ne pouvaient ni les vendre, ni les louer à d'autres. Elles n'étaient que le gestionnaire au service de l'État. Mais après les réformes économiques des années 60, les choses ont changé. Les entreprises ont commencé à fonctionner un peu comme des entreprises capitalistes. Elles pouvaient acheter des équipements, elles avaient des droits de possession sur leurs actifs. Cela signifie qu'elles ont des droits similaires à ceux d'un propriétaire, même si l'État est encore officiellement propriétaire, et elles pouvaient louer ou vendre les équipements qu'elles avaient reçus. Ces changements montrent une évolution vers une logique plus marchande, où même les moyens de production sont traités comme des biens échangeables sur un marché, ce qui contredit l'approche socialiste. Les entreprises disposeront de pouvoirs plus larges dans l'utilisation de l'argent provenant de la vente d'équipements excédentaires et d'autres valeurs matérielles. Le marché socialiste des moyens de production est la sphère où les relations économiques opèrent directement comme des relations d'offre et de demande, et se réalisent dans l'acte d'achat et de vente des moyens de production. En fait, à la suite de la réforme économique, l'achat et la vente de moyens de production furent progressivement transférés à des organisations de commerce de gros. Dès 1971, le marché des moyens de production représentait environ les 2/3 du chiffre d'affaires total du commerce du pays. Et en 1974, 70% du marché des moyens de production consistait en un commerce de gros par lot important, mené directement entre fournisseurs et consommateurs. Même si les entreprises soviétiques appartiennent encore officiellement à l'État, elles fonctionnent de plus en plus comme des entreprises capitalistes orthodoxes. Quand une entreprise achète des moyens de production, comme des machines, elle n'est pas juste un transfert entre deux parties de l'État. En fait, l'entreprise est qualifiée à la fois de socialiste et d'indépendante. L'État n'est pas responsable des dettes de l'entreprise et inversement, ce qui montre qu'elle agit en son propre nom. C'est son directeur qui gère tout directement. Il peut vendre, acheter et utiliser l'argent de l'entreprise sans demander d'autorisation. Pour clarifier la question de la propriété des moyens de production sous la réforme de Kosygin, deux visages de l'entreprise soviétique. Elle est appelée socialiste parce qu'elle appartient officiellement à l'État, mais elle est décrite comme indépendante, ce qui veut dire qu'elle prend ses propres décisions économiques. Pas de responsabilité partagée. Si une entreprise a des problèmes financiers, l'État ne l'aide pas automatiquement. Et si l'État a des dettes, l'entreprise n'a pas à payer les dettes non plus. Chacun est responsable de ses propres affaires. Le directeur agit comme un vrai chef d'entreprise. Il peut décider seul de ce qu'il fait de l'entreprise avec ses biens et son argent sans autorisation spéciale. Dans l'URSS contemporaine, le directeur d'une entreprise industrielle agit comme le véritable propriétaire des moyens de production, hors ressources naturelles, assumant l'entière responsabilité de son fonctionnement. Il exerce seul les droits économiques de l'entreprise et répond devant l'État de ses résultats. Cette responsabilité repose principalement sur l'objectif de maximiser le profit, ce qui rapproche son rôle de celui d'un capitaliste au sens marxiste. Un agent personnifiant le capital guidé par l'expansion de la valeur. Un auteur de la Harvard Business Review souligne d'ailleurs que de nombreux directeurs soviétiques pouvaient réussir dans n'importe quelle entreprise américaine. La réforme économique soviétique s'est accompagnée d'un appel à créer des écoles de commerce, inspirées du modèle américain, comme celle de Harvard. En 1971, une première école de ce type fut ouverte à Moscou, marquant un tournant vers des pratiques managériales non communistes. Le directeur soviétique diffère de son homologue britannique du secteur privé en ce qu'il est nommé et révoqué par l'État, plutôt que par des actionnaires, et ne conserve ses avantages que tant qu'il occupe ses fonctions. Contrairement aux dirigeants des industries nationalisées britanniques, il reçoit toutefois une part des bénéfices en plus de son salaire. Les statistiques montrent une baisse régulière du revenu national par rapport aux actifs produits, passant de 62,6% en 59 à 53,2% en 65. Ce déclin, considéré comme un signe de dysfonctionnement économique, était aggravé par le fait que le capital par travailleur augmentait plus vite que la production par travailleur. Cette stagnation traduisait une forme de résistance passive des travailleurs, interprétée comme un désengagement face à des moyens de production perçus comme la propriété d'un autre. Sous le système socialiste, qui existait autrefois en Union soviétique, un travailleur ne pouvait être renvoyé que pour faute grave, généralement impliquant une infraction criminelle en lien avec son travail, et seulement avec le consentement du comité syndical de l'entreprise. La législation du travail soviétique permet le licenciement d'un travailleur par la direction uniquement avec l'accord du comité syndical de l'usine et des syndicats locaux
et sur des bases stipulées par la loi. Un des objectifs majeurs de la réforme économique était d'accroître la productivité du travail, non seulement en introduisant des incitations économiques plus efficaces pour les travailleurs, mais aussi en conférant aux directions d'entreprise un pouvoir quasi illimité de licencier. Ce droit servait à la fois de levier disciplinaire contre ceux qui ne faisaient pas leur part et d'outil central dans une politique de rationalisation, entre grosses guillemets. Dès la phase de propagande accompagnant la réforme, on exigeait que l'autonomie économique des entreprises inclue la liberté pour la direction de fixer elle-même la taille de sa main-d'œuvre. Étant donné que les salaires individuels resteraient fixés par l'État, cette revendication fut souvent présentée sous forme d'un contrôle total de l'entreprise sur son fonds de rémunération, c'est-à-dire la masse salariale globale. Il serait conseillé d'abolir progressivement le contrôle sur le nombre de personnes à employer et le fonds de rémunération. La réforme entérinera cette orientation, donnant aux entreprises le droit de gérer elles-mêmes leur masse salariale. Ouvrez les guillemets. Les entreprises transférées au système réformé déterminent les fonds de rémunération. La taille du fonds de rémunération sera également déterminée par l'entreprise. L'indépendance économique de ces entreprises transférées au système réformé a été élargie. Elles ont obtenu le droit considérable concernant les économies dans le fonds de rémunération. De ce fait, l'État cessa d'imposer un effectif précis aux entreprises. Dorénavant, les entreprises ne se verront plus assigner le nombre de personnes qu'elles doivent employer. L'introduction de la comptabilité des coûts complets révélera naturellement un excédent de main-d'œuvre dans certaines entreprises. Ce changement s'accompagna d'un transfert explicite du pouvoir de gestion du personnel aux directions. Le directeur recrutera et licenciera le personnel. Les chefs d'atelier ont le droit de recruter et de licencier. Comme cela a été démontré, les travailleurs soviétiques ont été expropriés des moyens de production. Ils n'ont donc plus d'autres moyens de subsistance que de vendre leur force de travail à ceux qui contrôlent les moyens de production, c'est-à-dire la nouvelle classe de capitalistes soviétiques. Les ouvriers ne sont plus affiliés à leur usine. Comme dans un pays capitaliste, les ouvriers travaillent sous contrat et vendent donc leur force de travail à des usines, qui ne leur appartiennent plus que sur le papier. Naturellement, les propagandistes soviétiques contemporains, qui souhaitent présenter la société soviétique comme socialiste, nient que les travailleurs soviétiques vendent leur force de travail, ni que la force de travail en Union soviétique soit une marchandise. Dans un marché du travail concurrentiel, le prix de la force de travail, les salaires, fluctue selon l'offre et la demande, comme toute autre marchandise. Marx souligne que ce prix reste toutefois déterminé par le temps de travail nécessaire à sa production. En Union soviétique, bien que l'État régule encore les salaires, cette régulation vise principalement à limiter les revendications salariales des travailleurs organisés et à ralentir la hausse des salaires réels par rapport à la productivité. Cette régulation n'empêche pas la concurrence entre entreprises pour attirer les travailleurs, ni les fluctuations salariales dues à la mobilité de la main-d'œuvre. Cette mobilité est importante. De nombreux travailleurs changent fréquemment d'emploi, souvent en quête de salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail ou de logement. Les études soviétiques montrent que cette rotation du personnel est largement motivée par des considérations matérielles. En 1972, par exemple, le turnover dans l'industrie atteignait plus de 20%. Le marché du travail soviétique s'est institutionnalisé avec la création en 1967 des agences d'utilisation de la main-d'œuvre, équivalent aux bourses du travail. Traditionnellement, les salaires étaient fondés sur le travail à la pièce, en application du principe socialiste, à chacun selon la quantité et la qualité de son travail. Contrairement aux économies capitalistes, cette méthode n'était pas utilisée pour exploiter l'augmentation de la productivité des travailleurs en abaissant les tarifs. Depuis la réforme économique en URSS et la réintroduction du profit comme moteur de l'économie, la pression a augmenté pour réduire le taux de rémunération à la pièce, en cas de hausse de la productivité, comme dans les pays capitalistes. Marx avait déjà observé cette tendance, et noté que face à la résistance ouvrière, les gestionnaires préféraient passer au paiement horaire. Les économistes soviétiques contemporains préconisent aussi cette transition, surtout avec l'automatisation croissante, car la rémunération à la pièce freine l'introduction de nouvelles technologies. Les données montrent une diminution du recours à la rémunération à la pièce entre 62 et 69. Parallèlement, la politique économique soviétique cherche à faire croître la productivité plus vite que les salaires pour réduire les coûts et accroître les profits, augmentant ainsi l'exploitation des travailleurs malgré une hausse des salaires réels. Enfin, bien que des éléments du marché soient introduits, la majorité des économistes soviétiques affirment que l'État doit conserver un contrôle centralisé sur des affaires afin de maintenir la cohérence du système économique socialiste. Sous le système socialiste qui existait anciennement en Union soviétique, les prix de marchandises étaient fixés à tous les niveaux par l'État.
Lors de la fixation du prix d'une marchandise, sa valeur était prise en compte, mais les prix réels étaient déterminés en fonction de l'évaluation par l'État des besoins sociaux. Ainsi, pendant une période considérable, le prix de la vodka était fixé au-dessus de sa valeur afin de décourager sa consommation, et en revanche, le prix des vêtements était fixé en dessous de sa valeur pour aider le peuple travailleur à acheter plus de vêtements. En conséquence de cette politique de fixation des prix, les entreprises du secteur de la vodka réalisaient un taux de profit supérieur à la moyenne, tandis que les entreprises du secteur de l'habillement réalisaient un taux de profit inférieur à la moyenne. Mais comme pratiquement tous les profits de toutes les industries revenaient à l'État et non aux entreprises individuelles, cela n'avait aucune signification, si ce n'est une signification comptable. Dans le cadre de la réforme économique soviétique, on a voulu que le profit devienne un vrai indicateur de performance pour les entreprises. Mais pour que cela fonctionne, il fallait arrêter de fixer les prix de manière arbitraire et les faire plutôt refléter la vraie valeur des biens, c'est-à-dire le temps de travail nécessaire pour les produire. Par cette mesure, les prix de gros furent augmentés de 8% dans l'industrie dans son ensemble et de 15% en moyenne dans l'industrie lourde. Certains prix de gros furent augmentés de manière très importante dans cette réforme. Par exemple celui du charbon de 78%. La réforme des prix de gros avait pour objectif déclaré de créer des conditions qui permettaient à chaque entreprise industrielle de fonctionner normalement et d'être rentable. En réalité, la réforme des prix de gros permit d'augmenter le taux de profit industriel de 5 à 7%, au-delà des prévisions officielles. Nous rappelons une fois supplémentaire que le taux de profit n'est pas représentatif de la croissance de l'économie. Mais la réforme des prix de gros n'était pas la première étape de la réforme économique en matière de prix. L'objectif de réguler socialement la production du marché à travers le moteur du profit nécessitait que les prix fluctuent en fonction de la relation entre l'offre et la demande effective sur le marché. Ainsi, dans la campagne de propagande précédant et accompagnant la réforme économique, une demande fut également formulée en faveur d'une plus grande flexibilité des prix. Tout pays socialiste doit se doter d'une bureaucratie pour effectuer les tâches administratives, économiques et politiques de manière efficace. Fonctionnaires de l'État, hommes du parti, généraux de l'armée, etc., etc. Contrairement à la vision anarchiste, voulant abolir toute hiérarchie et toute forme d'État, les marxistes-léninistes maoïstes sont conscients qu'un tel processus prend du temps et qu'il vaut mieux parler d'extinction de l'État. Pour cela, le marxisme voit la chose de cette manière. Sous le socialisme, le Parti communiste entreprend de nombreuses réformes, allant dans le sens de l'abolition de l'État, autrement dit, la dictature du prolétariat doit travailler à s'abolir elle-même. Le plan de Staline, visant à diminuer le pouvoir des fonctionnaires de l'État pour le déléguer au peuple, renforcer la démocratie, les plans de baisser les salaires des bureaucrates pour garder un mode de vie proche des masses, allaient dans ce sens. En Chine, cela aura été poussé encore plus loin, où l'on voyait des classes petites bourgeoises, citadins, intellectuels, professeurs, étudiants et bien sûr cadres et dirigeants en tout genre, aider au développement à la campagne, dans les champs, vivre le quotidien de la grande majorité des Chinois et garder un lien fort avec les masses. Les communistes ne nient pas la nécessité d'organisation de la production ou de centralisation, mais nous sommes conscients que de ces classes dirigeantes émergent de nouveaux intérêts, de nouvelles idées, qui ne sont pas celles du prolétariat, mais celles d'une bourgeoisie bureaucratique, et ce sont ces idées qui mènent au révisionnisme et à la restauration capitaliste. Le révisionnisme a une base matérielle, et le maoïsme l'a compris, ainsi que d'autres mouvements révolutionnaires inspirés du maoïsme, comme le sankarisme, qui prit des mesures similaires. Il faut laisser tomber l'idée selon laquelle le révisionnisme ou les idées contre-révolutionnaires sont le produit d'hommes seuls, tels que Deng Xiaoping ou Khrouchtchev. Un changement de telle ampleur a des ramifications matérielles, et est le produit d'un long cheminement quantitatif qui mena vers ce grand bond quantitatif qu'est la restauration capitaliste. La bourgeoisie finit toujours par réapparaître sous de nouvelles formes. Dans les années 20, les dirigeants du parti savaient que la politique de rachat des experts bourgeois, qui consistait à conserver des experts ingénieurs et scientifiques de l'ancienne société pour continuer à faire fonctionner le pays et à se moderniser en leur donnant plus d'argent et certains privilèges, mais bien sûr tout en les encadrant, ne pouvait être qu'une solution temporaire. Il fallait donc transformer plus profondément les rapports de production. C'est pourquoi l'URSS commença à former ses propres experts issus du prolétariat et de la paysannerie. Dans les années 30, une nouvelle couche de cadres techniques et de gestion émergea,
Plus fidèles à la révolution, ils avaient cependant été formés par les anciens experts bourgeois. Résultat, ils héritaient aussi de leur vision du monde. Bien qu'issus des classes populaires, beaucoup de ces nouveaux experts se détachaient des masses, recherchant des privilèges, valorisant la technique au détriment de la politique et adoptant des comportements individualistes. Cette évolution coïncidait avec la montée de la menace fasciste. Il fallait unir toutes les couches sociales, y compris les cadres techniques et les intellectuels, dans un front patriotique. Pour cela, le parti a dû ouvrir ses portes à des non-prolétaires. Dès 1936, et surtout après 1938, de nombreux spécialistes furent admis dans le parti. À la veille de la guerre, une majorité des nouveaux membres venaient du milieu technique ou administratif. Si cela renforçait l'unité nationale, cela fragilisait l'orientation prolétarienne du parti. Les idées individualistes et technocratiques pénétraient dans les rangs. Certains militants n'arrivaient plus à distinguer la nécessité d'unité patriotique de la lutte idéologique. Des responsables valorisaient de plus en plus l'efficacité technique tout en négligeant les principes politiques et théoriques. Une mentalité de suffisance et de bureaucratie s'installa. Après les victoires de la guerre, certains cadres pensaient pouvoir se reposer sur leurs lauriers. Ils se coupaient des masses et doutaient de la capacité des ouvriers à transformer la société. Staline avait pourtant mis en garde dès 1937 contre ce genre de dérive. Trop de cadres se concentraient uniquement sur l'économie, en oubliant la politique, le contexte international et la lutte idéologique. Le PCC lui-même soulignera le danger d'un tel repli technocratique à son congrès de 1973. Staline rappelait que les succès peuvent aussi endormir les esprits, favoriser l'autosatisfaction et la perte de vigilance. La ligne du parti restait correcte dans ses objectifs, mais l'application concrète s'éloignait de plus en plus des méthodes prolétariennes. L'initiative populaire était négligée, la gestion des usines se bureaucratisait, et les plans devenaient des outils technocratiques. Les méthodes administratives, utiles au début, devenaient maintenant un frein à la participation des masses. La réponse du prolétariat aurait dû être de raviver la vitalité du parti, de mobiliser les ouvriers et de les impliquer dans l'élaboration des plans, ce que Staline soutenait d'ailleurs, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Mais au sommet, influencés par les technocrates, certains dirigeants penchaient plutôt pour une pseudo-rationalisation de l'économie, plus compatible avec la logique capitaliste qu'avec le contrôle ouvrier. L'idée d'une économie automatiquement régulée prenait le dessus sur la volonté collective du peuple travailleur. Ces idées étaient défendues déjà à l'époque de Staline, comme par exemple Nikolaï Voznesensky, président de la commission du plan d'État et membre du Politburo, qui défendait une politique de l'équilibre des valeurs, selon laquelle les prix devaient refléter les coûts de production. Il pensait que cela permettrait de réduire le contrôle central, de limiter la bureaucratie et de permettre aux entreprises de fonctionner selon des mécanismes économiques naturels. Voznesensky ne pensait pas que la planification devait être contrôlée par la classe ouvrière, ni basée sur ses intérêts. Il essaya d'appliquer ses idées entre 1947 et 1949, en augmentant les prix de détail de certains produits de base, en décentralisant la planification et en suggérant que les prix des moyens de production soient fixés selon leur valeur. Staline rejeta ces idées, estimant qu'elles affaibliraient l'économie soviétique et faciliteraient un retour au capitalisme. Il affirma que sous le socialisme, les prix peuvent être fixés en dessous de leur valeur pour favoriser les objectifs à long terme. Il considéra la position de Voznesensky comme une tentative de restauration du capitalisme. Voznesensky fut démis de ses fonctions et exécuté. Staline préférait la lutte idéologique à l'élimination physique. Mais l'époque était marquée par une tension intense entre les tendances de gauche et de droite. Des campagnes comme le mouvement Jdanov ou la lutte contre le cosmopolitisme visaient à combattre l'influence bourgeoise. En 1952, Staline publia Les problèmes économiques du socialisme en URSS, où il réfutait les thèses révisionnistes comme celle de Voznesensky, rappelant que la loi de la valeur existait toujours sous le socialisme, mais ne devait pas réguler la production. L'objectif restait d'abolir progressivement la production marchande au profit d'une économie fondée sur les besoins humains. Ce livre fut la base idéologique d'une vaste campagne d'éducation politique visant à renforcer la dictature du prolétariat face aux dangers internes incarnés notamment par des figures comme Khrouchtchev, plus habiles et dissimulés que Voznesensky. Pour démasquer les vrais ennemis, il aurait fallu mobiliser les masses à travers des campagnes de critique et de lutte. Mais cela n'a pas été fait. Staline avait envisagé une purge contre les éléments bourgeois avant sa mort, et la diffusion de son livre Les problèmes économiques du socialisme en URSS laissait croire à une campagne de masse à venir. Pourtant, cette lutte est restée confinée aux hautes sphères du parti. À sa mort en 1953, les vrais ennemis étaient toujours en liberté. Certains reprochent à Staline d'avoir échoué à empêcher la prise du pouvoir par les révisionnistes. 3 ans après sa mort, le pays passe entre leurs mains.
ce qui pose question sur l'efficacité de son action. Ils reconnaissent que 56-57 marque un tournant vers le capitalisme, mais insistent sur une continuité entre l'ère Staline et l'ère suivante. Selon nous, les erreurs de Staline et la prise de pouvoir des révisionnistes sont liées, mais distinctes. Le révisionnisme est né dans les contradictions spécifiques de la dictature du prolétariat, de certaines idées de l'époque de Staline. Mais cette période a aussi produit des réalisations majeures. Industrialisation, agriculture collective, planification. Comprendre où et comment le capitalisme a repris le dessus est une tâche difficile. Staline a commis des fautes. Certaines étaient inévitables dans le contexte de l'époque. Retard économique, encerclement impérialiste, guerre. Le parti a dû avancer malgré tout. Et le mérite en revient aux communistes soviétiques. Mais d'autres erreurs étaient évitables. La principale fut de ne pas avoir compris que la lutte des classes continue sous le socialisme. En 1939, Staline affirmait que les classes antagonistes avaient disparu en URSS. C'était une erreur grave. Il reconnaissait que les ennemis devenaient plus féroces à mesure que l'on approchait du communisme. Mais il voyait ces résistances comme venant de restes de classes battues ou d'agents étrangers, non d'une classe bourgeoise réelle en formation à l'intérieur du parti. Cela affaiblissait la conscience de classe du prolétariat et laissait la répression à la police plutôt qu'à une mobilisation des masses. Résultat, des mesures bureaucratiques déconnectées des masses pour lutter contre la bureaucratie déconnectée des masses. Nous pourrons creuser plus amplement les erreurs de Staline dans une future série sur l'Union soviétique socialiste. Mais il est indéniable que malgré toutes ces erreurs, Staline luttait contre la nomenclature. Par contre, Khrouchtchev, lui, s'est construit autour de la nomenclature. Tout son soutien politique, avant, après et pendant le coup d'État, provient des intérêts de la nomenclatura. Non seulement il a abandonné tout le progrès vers l'extinction de l'État en supprimant les projets de Staline, mais en plus il renforce la bureaucratie existante en augmentant leurs salaires et en leur donnant plus de privilèges. Ainsi, on voit une classe politique de plus en plus isolée et déconnectée des masses, ainsi qu'une réduction conséquente de la composition prolétarienne des membres du parti. Les entreprises utilisaient une échelle salariale en 6 catégories avec un écart de 1 à 2 entre les niveaux extrêmes. Les contremaîtres gagnaient 10 à 20% de plus que les ouvriers qualifiés, et les directeurs jusqu'à 7,2 fois plus que les ouvriers moyens. Les salaires des cadres supérieurs peuvent aller jusqu'à 10,8 fois ceux d'un ouvrier moyen. Toutefois, la véritable inégalité de revenus réside davantage dans les primes que dans les salaires fixes. Les sociologues soviétiques contemporains reconnaissent que, dans les pays capitalistes orthodoxes, le personnel de direction bénéficie des profits supérieurs des monopoles sous forme de salaires et de primes énormes. Les cadres dirigeants récoltent une part considérable des profits des monopoles sous forme de salaires et de primes élevées. Mais en Union soviétique aussi, le personnel de direction des entreprises de première catégorie profite de la position monopolistique de celle-ci, non seulement par le biais de primes plus élevées, mais aussi par des salaires plus importants. Des salaires plus élevés sont fixés pour les cadres dirigeants ainsi que pour le personnel d'ingénierie et technique travaillant dans les entreprises de première catégorie. Étant donné que ce profit est issu du travail des ouvriers et qu'il n'est pas réparti de chacun selon ses besoins à chacun selon son travail, mais en fonction de la place des travailleurs, c'est-à-dire directeur de l'entreprise ou simple ouvrier, on peut parler d'une accaparation de la plus-value dans les mains d'une bourgeoisie bureaucratique. Autrement dit, l'exploitation repointait le bout de son nez. Après la guerre, l'agriculture est devenue un secteur de l'économie comportant de nombreux problèmes en raison de plusieurs facteurs. Le premier facteur était l'économie agricole primitive, héritée du régime tsariste. Le deuxième facteur est la destruction massive des moyens de production agricoles, bâtiments, charrues, tracteurs, chevaux, etc. D'abord, pendant la Première Guerre mondiale, la Révolution et la guerre civile, ensuite lors de la résistance des koulaks à la collectivisation et enfin pendant l'invasion nazie. Le troisième facteur tenait au sous-investissement dans l'agriculture, en raison des besoins en matériel militaire et en biens industriels, entre 12 et 14% du total des investissements. Malgré cela, le nombre de tracteurs en puissance a augmenté de 36% entre 40 et 50, une période qui inclut bien sûr les années d'invasion. Cependant, la production agricole devait manifestement rattraper son retard. Deux voies opposées se sont dessinées pour y parvenir. La première, la ligne prolétarienne de Staline, misait sur un renforcement du travail collectif, de l'agitation politique et de l'éducation idéologique, avec la transformation des kolkhozes en sovkhozes, plus avancé lorsque les conditions le permettaient.
La seconde voie préconisait davantage de stimulants matériels, Voznesensky, puis soutenu par Khrouchtchev, qui les expérimentait déjà en Ukraine. Staline s'opposa à ces propositions, mais faute de sources suffisantes, il est difficile de dire pourquoi il ne put empêcher leur application. En tout cas, elles commencèrent à être mises en œuvre notamment via la formation de petites équipes de travail, parfois limitées à une seule famille, devenant ainsi les principales unités du travail collectif. Les koulaks, toujours puissants et représentant encore une base sociale de la restauration capitaliste, en profitèrent. Pendant la guerre, ils avaient soutenu les organisations pro-nazis anti-soviétiques en Ukraine. Dans le chaos de l'invasion et la contre-offensive, ils s'étaient emparés de nouvelles terres privées. Après la dénonciation de Voznesensky, Staline annula les concessions faites à l'individualisme et revint à sa ligne initiale. Khrouchtchev, son allié, fut rappelé à Moscou, mais il conserva son réseau privé en Ukraine. Cependant, après le coup d'État, Khrouchtchev put relancer ses politiques agricoles néfastes. Khrouchtchev entreprit alors de saper le système dominant des kolkhozes, fermes collectives, dans l'agriculture. Ces kolkhozes représentent une forme de société socialiste plus primitive que celle des sovkhozes, fermes d'État. Les kolkhozes étaient composés d'un grand nombre de paysans cultivant collectivement la terre sous forme de coopératives et vendant leur production à l'État. L'objectif de l'État avait toujours été de rapprocher progressivement ces kolkhozes des sovkhozes et de les transformer en fermes d'État lorsque les conditions le permettaient. Le principal moyen utilisé par l'État pour atteindre cet objectif était un réseau de stations de machines et de tracteurs d'État, qui fournissaient aux kolkhozes des équipements agricoles modernes ainsi qu'une assistance technique et politique. Staline, dans son ouvrage Les problèmes économiques du socialisme en URSS, avait explicitement rejeté les propositions de certains disciples de Voznesensky visant à dissoudre ces stations. Cependant, en 1957, Khrouchtchev décida d'abolir cette institution clé. Il ordonna que tout le matériel des stations de machines et de tracteurs soit vendu aux kolkhozes, à des prix extrêmement bas. Cette mesure profita bien sûr aux kolkhozes les plus riches, mais elle fut préjudiciable aux plus pauvres, tout en détruisant la base d'un développement technique équilibré et à long terme. Elle coupa aussi les liens entre les organes de planification centrale et les kolkhozes, renforçant ainsi les éléments d'anarchie capitaliste dans l'économie, tout en accroissant le pouvoir des experts et gestionnaires bourgeois au sein de chaque kolkhoz. Khrouchtchev niait qu'il existait une différence entre les kolkhozes et les sovkhozes. Avant 1958, les sovkhozes, peu nombreux, représentaient les unités les plus avancées sur le plan économique et politique. Mais après la dissolution des stations de machines, Khrouchtchev décida que les kolkhozes les plus faibles et les plus arriérés, incapables d'acheter eux-mêmes du matériel, devaient être transformés en fermes d'État. Ces sovkhozes furent en réalité placés sous une position similaire à celle des bénéficiaires de l'aide sociale. Incapables de survivre de façon autonome, ils devinrent dépendants de l'aide d'État, et dans de telles conditions se dégradèrent lentement mais sûrement. Parallèlement, Khrouchtchev encouragea le développement des kolkhozes riches et prit des mesures pour renforcer le pouvoir des présidents de kolkhozes et autres cadres dans ces exploitations. Le résultat fut exactement ce que Khrouchtchev avait prévu. Les gens quittèrent les fermes d'État pour se rendre en ville. Ainsi, le système des sovkhozes fut démantelé, tandis que les forces capitalistes spontanées se développaient à grande échelle dans les kolkhozes les plus riches et les plus avancés. La politique de Khrouchtchev n'était en réalité qu'une variante moderne de la théorie du pari sur l'effort, prônée dès 1908 par le ministre tsariste Stolypine, puis reprise à la fin des années 20 par le traître Boukharine. Stolypine et Boukharine voulaient développer l'agriculture en s'appuyant sur une minorité de koulaks, au détriment des paysans pauvres. Khrouchtchev, lui, voulait s'appuyer sur une minorité de kolkhozes riches. Et comme si cela ne suffisait pas, entre 1953 et 1959, on relâcha largement les restrictions sur les lopins individuels, le nombre de têtes de bétail privées et les quotas de livraison de produits issus des champs collectifs, ce qui permit au capitalisme rural de progresser encore davantage. Selon les statistiques du défenseur soviétique Pomeroy en 1966, les terres privées, qui ne représentaient que 3% des terres cultivées, produisait pourtant 60% des pommes de terre, 40% de la viande et des légumes, 39% du lait et 68% des œufs. Brejnev a encouragé un retour au secteur privé en agriculture. Les restrictions imposées par Khrouchtchev sur les parcelles privées et l'élevage ont été levées. Les plafonds des prix ont été supprimés, ce qui a provoqué une envolée des prix dans les marchés paysans.
Le secteur privé est redevenu très important. En 72, 62% des pommes de terre, 44% du lait et un tiers de la viande étaient produits et vendus de manière privée. De plus, un système expérimental appelé Zwieno s'est développé. Des petites équipes de paysans recevaient des terres, semences et matériel, travaillant à leur manière et vendant leur production à la ferme collective. Cela favorisait l'individualisme, les inégalités et sapait les bases du travail socialiste de conscience collectiviste bâti sous Staline. Le Zwieno représentait l'introduction des rapports marchands au cœur même de la production collectivisée. Certains auteurs soviétiques ont même appelé à rendre ces terres à ces équipes sur une base permanente, remettant en question la propriété collective. Tout cela participe à une restauration capitaliste déguisée où les fermes collectives d'État fonctionnent comme des entreprises autonomes à but lucratif, guidées par la rentabilité et non par la planification socialiste. Enfin, les experts agricoles, autrefois sous contrôle du prolétariat via les MTS, stations de machines et tracteurs, ont été intégrés à l'administration des fermes et parfois du parti. Brejnev a affirmé que ces spécialistes, soutenus par les cadres du parti, étaient la clé pour le développement futur de l'agriculture soviétique. Les récoltes de céréales passèrent ainsi de 147 à 107 millions de tonnes entre 62 et 63, obligeant à importer 10 millions de tonnes du Canada. Le scénario se réédita au début des années 70, où l'URSS social-impérialiste se vit obligée d'importer 4 millions de tonnes de céréales en 71, puis 12,9 en 1972, 24,4 en 1973. Les chiffres sont pour le blé de 2,3 millions de tonnes, puis 6,3 et 15,2. Pour le maïs, 0,9 millions de tonnes, puis 4,1 et 5,4. La situation est alors tellement grave qu'à partir de ce moment-là, l'URSS généralise le principe des importations massives avec 27,8 millions de tonnes de céréales en 79, 35 millions de tonnes en 80, le point culminant étant le milieu des années 80 où sont importés 55 millions de tonnes de céréales. Non seulement 44% de ces importations proviennent des États-Unis, et pour 12% de la France, le reste venant de l'Argentine, du Canada et de l'Australie, mais en plus forment 27% du commerce céréalier mondial. D'ailleurs, à partir de 1975, les États-Unis ont obligé l'URSS, sous menace d'embargo, comme en 1974, à annoncer ses achats sur plusieurs années, avec des contrats où l'URSS s'engage à acheter chaque année, pendant 5 ans, 5 millions de tonnes de céréales américaines, et possibilité de 2 de plus si les récoltes sont bonnes aux États-Unis. Cela signifie que sur le plan alimentaire, la dépendance de l'URSS est complète. Le pays est imbriqué dans le système capitaliste mondial et sa tentative de mettre en place une agriculture développée est un échec complet. L'URSS tentera d'échapper à cela, notamment en faisant passer la part de l'agriculture dans ses investissements de 22 à 27% entre 65 et 75, en doublant les subventions entre 65 et 80. Mais rien n'y fera, en raison de la base viciée de l'économie capitaliste d'État. Le chaos de la production de céréales révèle la précarité de la base. Les chiffres sont de 181,2 millions de tonnes en 71, 168,2 en 72, 222,5 en 73, 195,7 en 74, 140,1 en 75, et ainsi de suite jusqu'à l'année 81, où le chiffre fut de 150 millions. En comparaison, cette même année 81, avec 3,9 millions d'agriculteurs, contre environ 30 millions en URSS social-impérialiste, les États-Unis produisirent environ 310 millions de tonnes. C'est un constat terrible d'échec après les réformes. Acheter des céréales aux États-Unis revient pour l'URSS à moitié moins cher que les produire elles-mêmes. En admettant que ce soit possible, pour le maïs, le soja, les œufs, la viande, les prix américains sont même 4 fois moins chers. Dans ces nouvelles entreprises soviétiques, qui, bien qu'étant officiellement de propriété publique, agissent exactement comme une entreprise privée, on voit apparaître une accumulation primitive du capital. Ce processus est essentiellement similaire à celui que Marx, en décrivant le développement de la société capitaliste à partir de la société féodale, appela l'accumulation primitive du capital. Ouvrez les guillemets. Le système capitaliste suppose la séparation complète des ouvriers de toute propriété des moyens de production par lesquels ils peuvent réaliser leur travail. Le processus, donc, qui ouvre la voie au système capitaliste, ne peut être autre que le processus qui prive le travailleur de la possession de son moyen de production. Un processus qui transforme d'une part les moyens sociaux de subsistance et de production en capital, et d'autre part les producteurs immédiats en ouvriers salariés.
Ce qu'on appelle l'accumulation primitive, donc, n'est rien d'autre que le processus historique qui sépare le producteur des moyens de production. Marx soutient que les lois économiques du capitalisme conduisent à la concentration du capital des moyens de production en quantité croissante entre les mains des capitalistes individuels. Ce processus de concentration du capital a lieu bien sûr dans l'économie soviétique contemporaine, où il est activement encouragé par l'État. Le travail de concentration de la production a été poursuivi lors de la réforme économique. Le 24e congrès du PCUS a jugé nécessaire de mettre en œuvre une série de mesures pour améliorer la gestion économique. Les plus importantes de ces mesures visent à concentrer la production. La proportion d'entreprises ayant une production supérieure à 500 000 roubles est passée de 61,8% en 1960 à 70,8% en 1963. Puis à 74 en 68, tandis que la proportion des entreprises ayant une production de 500 000 roubles ou moins a diminué de 38,2% en 60 à 29,2% en 63, puis à 25,9% en 68. La concentration du capital a déjà atteint dans l'Union soviétique contemporaine un niveau bien plus élevé que dans les pays capitalistes orthodoxes les plus avancés, comme le montre le tableau comparatif suivant pour l'année 67. La concentration du capital progresse de manière inégale, non seulement dans différents pays, mais aussi dans différentes entreprises, industries et régions d'un même pays. Marx souligne qu'il est caractéristique d'une économie capitaliste que les petites entreprises ne puissent pas rivaliser efficacement avec leurs concurrents plus importants. La bataille de la concurrence se mène par l'abaissement des prix de marchandises. La modicité des prix dépend de la productivité du travail, et celle-ci à son tour de l'échelle de production. Par conséquent, les capitaux plus importants l'emportent sur les plus petits. Les économistes soviétiques contemporains admettent que les petites entreprises en Union soviétique souffrent précisément des désavantages décrits par Marx. Les petites entreprises sont confrontées à des difficultés. Comme leurs fonds d'incitation économique ne sont pas importants, elles ne sont pas toujours en mesure de construire des établissements culturels et des services ainsi que des logements, ni de prendre des mesures pour le développement de la production, car la taille de ces fonds ne leur permet pas de le faire en 1 ou en 2 ans. Les fonds d'incitation économique peuvent être mieux utilisés lorsqu'ils sont mis en place par de grandes entreprises. Les petites entreprises ont en règle générale des coûts de main-d'œuvre plus élevés et une productivité du travail plus faible. Une proportion plus importante de personnel auxiliaire et de fluctuations plus marquées dans les taux de croissance des ventes et des bénéfices. En conséquence, comme le souligne Marx, les lois économiques du capitalisme conduisent à la concentration du capital des moyens de production, c'est-à-dire leur concentration entre les mains d'un nombre décroissant de capitalistes. La concurrence finit toujours par la ruine de nombreux petits capitalistes, dont les capitaux passent en partie entre les mains de leurs conquérants, et en partie disparaissent. Dès que le mode de production capitaliste se suffit à lui-même, celui qui est maintenant exproprié n'est plus l'ouvrier travaillant sous son propre compte, mais le capitaliste exploitant de nombreux ouvriers. Cette expropriation s'accomplit par l'action des lois immanentes de la production socialiste elle-même. Par la concentration du capital, un capitaliste en tue toujours beaucoup d'autres. La réforme économique elle-même a été réalisée de manière favorable aux grandes entreprises qui ont généralement été transférées au système réformé avant leurs rivales plus petites. Marx attire l'attention sur le fait que le processus de centralisation du capital est stimulé par le rôle des banques. Le système de crédit devient une nouvelle et terrible arme dans la bataille de la concurrence et se transforme finalement en un immense mécanisme social pour la concentration des capitaux. Les banques d'État en Union soviétique contemporaine jouent précisément le rôle décrit par Marx à cet égard. Leur politique consiste à accorder des conditions de crédit plus favorables aux entreprises les plus rentables. Et cela signifie en général les grandes entreprises. De plus, les grandes entreprises sont moins dépendantes du crédit bancaire que les petites entreprises, comme dans les pays capitalistes orthodoxes. Cependant, la plupart des entreprises relativement non rentables ne sont pas liquidées mais réorganisées, c'est-à-dire fusionnées avec une ou plusieurs autres entreprises pour former une nouvelle entreprise plus grande. Avec l'encouragement actif de l'État soviétique, ces entreprises très grandes ont été encore davantage regroupées en entités encore plus vastes, dotées d'un pouvoir monopolistique, appelé par les économistes soviétiques contemporains associations de production. En URSS, les associations de production ressemblaient aux grands groupes industriels ou monopoles qu'on trouve dans les pays capitalistes. On distinguait 2 grands types. 1. Les associations horizontales. Elles regroupaient des entreprises d'un même secteur, comme toutes les usines fabriquant le même type de produit. Quand elles se coordonnaient sans fusionner, on les appelait trusts, et quand elles étaient dirigées comme une seule entreprise, on parlait de firme. 2. Les associations verticales, aussi appelées combinats.
Elle rassemblait des entreprises chargées de différentes étapes de la production d'un bien, de la matière première au produit fini, et elles étaient dirigées par l'entreprise principale. Les autres fonctionnaient comme des filiales. Ces groupements permettaient d'être plus efficaces, de réduire les effectifs, d'économiser sur la gestion, d'avoir leur propre recherche et développement, et surtout d'être financièrement autonomes. Comme dans les monopoles capitalistes, ces grandes associations pouvaient profiter de leur position pour augmenter les prix artificiellement sans vraie concurrence. Cela a mené à une hausse inquiétante des prix dans certains cas en URSS, comme dans d'autres pays socialistes. Les producteurs profitaient parfois des pénuries pour imposer leurs prix aux clients. Comme dans les pays capitalistes orthodoxes, les monopoles soviétiques utilisaient fréquemment leur contrôle de la production d'une marchandise particulière pour créer des pénuries artificielles dans le but de gonfler leurs prix et leurs profits. Certaines formes du système existant de distribution des moyens de production conduisent fréquemment à une pénurie artificielle. Avec la hausse des prix du café par 5, les fournisseurs ont libéré leurs stocks rares dans les magasins. Grâce à ces spéculations, le monopole soviétique ont réussi à augmenter de manière significative leur taux de profit. L'association Sigma, dans l'industrie de la fabrication d'instruments, a élaboré pour 1967 un plan assurant une augmentation de profit de 34,8%. Le niveau de rentabilité a été fixé à 47,3% contre 33,7% atteint en 1966. L'association Elektrosila à Leningrad, au cours de la période 66-69, a augmenté ses profits de 110%. Toutes ces réformes visent à donner plus d'autonomie aux entreprises dans leur gestion au détriment de la planification centrale. Ce processus fut vendu comme une avancée d'un socialisme d'avant-garde vers une forme plus avancée où l'on responsabilise les couches inférieures. Cependant, il ne faut pas tomber dans ce piège. Toute cette idéologie révisionniste nie premièrement le fait que l'idéologie bourgeoise est encore ancrée dans la société et que la lutte des classes continue sous le socialisme. Il ne suffit pas de dire que nous avons atteint le communisme pour que ce soit le cas, chose que Khrouchtchev fit. Deuxièmement, les révisionnistes sèment volontairement une confusion. Ils font passer le regain de pouvoir du privé, le renforcement des conditions matérielles qui mènent à l'émergence de l'idéologie bourgeoise, l'instinct propriétaire et l'accumulation de profits ainsi que le libéralisme politique et économique pour la réelle démocratisation socialiste qui doit effectivement se produire à un stade développé du socialisme. Une vraie démocratisation socialiste consiste à responsabiliser les travailleurs et à leur donner un plus grand rôle dans les décisions politiques. Continuer à lutter contre l'idéologie bourgeoise, décentraliser, pas en redonnant pouvoir et indépendance à des gestionnaires d'entreprise en leur disant de maximiser le profit et en leur permettant de virer des gens, mais en redonnant du pouvoir aux travailleurs et en leur permettant de participer à la gestion de manière démocratique, pas de réduire la planification centralisée, mais d'y participer. Ce révisionnisme est lui aussi lié à une croyance de l'époque de détente, pensant que les deux systèmes, socialistes et capitalistes, allaient forcément s'unifier en un mixte profitable à tous. Ce qui est bien évidemment faux, mais explique pourquoi les pays de l'Est s'inspiraient davantage de ce que faisaient les Occidentaux pour enrichir le socialisme au lieu de se tourner vers le marxisme. Cela peut paraître anodin, peu important, mais ce n'est que le début de la restauration capitaliste. De Khrouchtchev à Brejnev, puis de Brejnev à Gorbatchev, ces réformes ne feront que s'accroître et la fameuse perestroïka en sera l'apogée finale avant la restauration totale du capitalisme, se soldant par la liquidation totale de l'Union soviétique. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié malgré le fait que ce soit quand même un sujet extrêmement niche, mais voilà, il faut pas nier l'importance du côté économique, parce que bon, voilà, les idées c'est bien, les changements politiques, mais bon, c'est pas ça qui définit tout, c'est surtout les changements économiques, les changements sociaux, les changements très concrets, très réels qui vont être mis en place. Le révisionnisme, c'est pas juste Khrouchtchev, la déstalinisation et les idées révisionnistes, c'est aussi de vraies politiques qui sont mises derrière, qui ont de vraies conséquences dans la vie des gens, dans l'orientation de tout un pays. Bref, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de venir voir nos autres vidéos, venir voir aussi les vidéos de nos camarades de À l'assaut du ciel. N'oubliez pas d'aller aussi jeter un œil à notre site WordPress sur lequel nous publions aussi des livres désormais. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Por culpa del llanto los pobres nos juntamos con toda su mentira, ellos nos obligaron, fuimos entendiendo que para ganar el pueblo necesita una guerra popular.